Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Depuis ce funeste 7 octobre où tout le peuple d'Israël a senti le sol se dérouler sous nos pieds, chaque jour, nous continuons à découvrir l'horreur des massacres, la barbarie des terroristes du Hamas et chaque semaine l'inquiétude grandit pour les otages retenus dans des conditions inhumaines dans les tunnels du Hamas. La solidarité s'installe et s'organise en Israël, en diaspora, face à l'indifférence des organisations internationales. L'antisémitisme à visage découvert règne dans tous les pays occidentaux. Chacun d'entre nous est en relation avec sa famille, ses amis en Israël, pour nous enquérir de leurs nouvelles, de partager avec eux notre douleur. La communauté francophone en Israël s'organise avec courage et exemplarité. De nombreux et anciens dirigeants francophones s'organisent et s'engagent. Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous étiez l'ancien grand rabbin de France, vous vivez en grande partie à Jérusalem avec... Plus qu'en grande partie. Presque tout le temps en Israël. Presque tout en Israël, à Jérusalem. Alors, grand rabbin Bernheim, comment avez-vous traversé cette période tragique? Comment vous vivez en Israël ces temps inimaginables et douloureux? Le début de toute réponse consiste à parler de la sidération, etc., de tout ce que l'on a ressenti au soir du 7 octobre et les jours qui ont suivi. Je ne m'y attarderai pas. Les mots sont très forts, ils sont partagés par beaucoup de gens, donc je serai peu original sur ce point-là. Par contre, dans les jours qui ont suivi, lorsqu'on a commencé à prendre conscience de ce qui s'était réellement passé le 7 octobre, il y a 3 choses qui me sont venues à l'esprit. Et le terme commun à ces 3 choses, c'est la notion de frontière. D'abord que la frontière entre Israël et son ennemi, le Hamas, était beaucoup plus fragile qu'Israël ne l'avait imaginé, beaucoup plus fragile qu'on ne l'avait imaginé, puisqu'ils sont entrés par hordes entières, pardonnez-moi l'expression, sans la moindre difficulté. Cette frontière territoriale que l'on croyait sûre, solide, ne l'était pas. Première déchirure d'une frontière. Et puis toujours sur ce thème, sur le sujet de la frontière, il y en a une autre qui s'est effacée ce jour-là. C'est les maisons. Ces maisons qu'on a brûlées, qu'on a détruites. Ils s'acharnaient à entrer. Et lorsqu'ils n'y arrivaient pas, je parle des terroristes, ils mettaient le feu à la maison. Ce besoin de brûler les maisons juives en Israël. La maison, vous savez, c'est la frontière entre ce que l'on appelle en hébreu le reshut hayachid et le reshut harabim, le domaine privé et l'espace public. Il n'y avait plus d'espace privé que représente la maison, le lieu, je dirais, de la famille, le lieu du partage, le lieu protégé, le lieu d'une certaine chaleur humaine et pas seulement de la température à l'intérieur de la maison. Les maisons ont été détruites, la frontière entre l'espace public et l'espace privé à l'intérieur de l'État d'Israël, je ne parle pas à la frontière entre Israël et le Hamas et la bande de Gaza, cette frontière aussi a été détruite. Et puis il y en a une troisième. Je ne sais pas si c'est la plus terrible, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. Ce sont cette dégradation du corps humain, féminin en particulier. Destruction, démembrement, anéantissement, violence, viol systématique. Alors là, on est dans le domaine non plus de l'espace privé, de l'espace public. On est dans l'espace intime, ce qu'il y a de plus précieux, le corps qui protège la vie intérieure, la dignité de l'être humain. Le corps est là pour protéger l'intimité, pour protéger la dignité de l'être humain. Toutes ces formes de dignité de l'être humain ont été abolies ce jour-là et dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est pour moi un objet d'horreur. Alors, évidemment, on peut comparer
bien sûr, par rapport à la Shoah. D'autres l'ont dit, je partage en général les mêmes mots, je n'aurais rien d'autre à cet instant, dans cette émission, à ajouter. Alors, quel regard, monsieur le grand rabbin Bernheim, vous portez à l'intérieur d'Israël auprès de nos frères francophones? Diriez-vous que vous assurez une nouvelle responsabilité? Nous savons que vous continuez à enseigner, une nouvelle responsabilité, sachant que de nombreuses personnes s'adressent à vous. Oui, le fait que des gens s'adressent à vous, ou le fait d'aller vers les gens, parce que vous avez le droit de bouger tout seul, pas besoin d'être appelé, notamment par les familles d'origine française qui vivent en Israël et dont les enfants ou leurs petits-enfants font l'armée, ou bien des familles françaises mais vivant en France dont les enfants sont partis en Israël et qui se sont retrouvés au front et qui ont été tués à l'occasion de cette guerre. En particulier, ces familles-là, c'était très important de mon point de vue. Et je le dis sans auto-gratification, véritablement et sincèrement. Vous savez, le fait d'avoir été grand-man de France est important pour les gens, même si vous-même, vous n'en avez pas pleinement conscience dans ces moments-là. C'est-à-dire que la communauté de vos origines, que vous ayez été vécu en France au moment où j'ai exercé en tant que rabbin, n'a pas une importance, mais ça restitue toute une histoire passée. C'est une sorte d'accompagnement du passé dans le moment le plus douloureux de leur vie que ces gens vivent, notamment lorsqu'ils ont perdu un enfant ou un conjoint ou un parent, bien sûr. Alors là, je n'ai pas à m'exprimer sur ce que chacun fait, sur ce que je fais ou ce que j'aimerais faire et ce que je n'arrive pas à faire ou ce que je fais bien, ce que je ne fais pas bien. En tous les cas, il n'est pas question ici de bonne volonté, simplement. Il est question d'une solidarité formidable qui existe en Israël. Et ça, j'en ai véritablement pris conscience dans les 2-3 jours qui ont suivi le 7 octobre. Ce n'est pas le discours politique, ce n'est pas le discours des responsables de l'armée qui a restructuré le peuple. Et je le dis sans aucune acrimonie, aucune à l'égard de tel ou tel courant ou de telle personne du monde politique. Ce qui a été formidable et ce qui a donné du rizouk, c'est-à-dire des ressources de vie, c'est la force de résilience du peuple d'Israël. En Israël, d'abord, les Israéliens, globalement, sont formidables. Et puis pas seulement en Israël. Pour ce qui concerne la communauté juive de France, une volonté d'aider, de solidarité, de partir en Israël, faire des tas de choses, ou ramasser de l'argent, ou aider les gens qui sont en deuil en France. Formidable. Alors, l'ancien grand rabbin de France que vous êtes aujourd'hui, nous savons que vous poursuivez discrètement votre action en Israël, notamment celle d'aller à la rencontre des familles endeuillées sans même les connaître. C'est important de les familles de recevoir le soutien de l'ancien grand rabbin de France. Vous avez dit, pour eux, c'est très important, ces familles. Comment vivez-vous des moments difficiles et douloureux? De manière générale, je ne dis pas systématique, mais de manière générale, la famille a besoin de parler. Alors parfois, dans un couple, les réactions sont différentes. On remarque, par exemple, pour avoir été au cimetière d'enterrement au Mont Herzl, pour ce qui concerne Jérusalem en particulier, parfois hors de Jérusalem, mais surtout à Jérusalem, au Mont Herzl où sont enterrés la plupart des soldats, ou bien à Givat Shaul, on se rend compte que ce sont souvent les mères qui parlent, beaucoup plus que les pères. Pendant les enterrements? Oui. Ou les sœurs? Ou les sœurs, plus les femmes que les hommes. Mais je prends l'exemple du couple. Je pense que, pas systématiquement, mais assez souvent, les hommes mettent plus de temps pour accéder à leurs émotions, je dirais, à la parole intérieure. Les femmes, et c'est pour ça qu'elles sont aussi plus nombreuses dans l'univers religieux, plus nombreuses, c'est-à-dire elles ont un accès plus facile à la vie intérieure, pour des raisons que je n'ai pas à expliquer ici, que l'on sait comprendre, que chacun d'entre nous peut comprendre. J'ai entendu des paroles de femmes, de mères, voire de fiancés. Un garçon, c'était au Mont Herzl, qui devait se marier. Et il devait se marier à une certaine date. Bon. Ses chefs lui ont donné 8 jours se marier et les Sheva Brachot, la semaine de mariage. Il a retardé son mariage
parce qu'il pensait qu'à cet instant-là, sa présence sur le front était indispensable. Il l'a considéré comme ça. Dans l'entre-deux, il est mort, c'est-à-dire la semaine qui précédait son mariage. Sa fiancée a parlé au Mont Herzl. Il y avait, c'était dans la nuit, à 11h du soir, je ne pourrais même pas dire combien de centaines de gens. On ne voit pas dans la nuit le nombre de gens. Elle a parlé formidablement bien. La mère du garçon a parlé formidablement bien. Je ne dis pas que les pères ne peuvent pas parler ou ne savent pas parler, mais sans doute ont-ils besoin de beaucoup plus de temps pour révéler ce qu'ils sont en train de vivre et l'exprimer. Ce sont des moments très forts que ces moments-là. Alors, monsieur le grand rabbin Bernheim, quel regard, quand je vous écoute, votre présence en Israël, de ces témoignages d'enterrement, de discours de femmes, de sœurs, quel regard vous portez sur la situation du judaïsme français? Comme beaucoup de familles francophones en Israël, il y a une inquiétude et pour beaucoup d'interrogations sur les perspectives d'avenir. Oui, écoutez, je désire exprimer une chose qui ne touche aucunement les responsables communautaires. Il n'y a aucune arrière-pensée et ça ne vise véritablement personne dans quelque institution juive que ce soit. Je pense que ce n'est pas une montée de l'antisémitisme, une augmentation de l'antisémitisme, parce que ça fait un certain temps que ça dure. C'est depuis, disons, de manière schématique, depuis le début, à peu près l'an 2000, 2002, la deuxième intifada, il y a, je ne dis pas un déclin, mais probablement plus exactement une perte de confiance en le devenir de la communauté juive, en France par exemple. Justifié? Je pense que oui. Je pense que oui. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir pour réfléchir et tenir des propos sensés, il ne suffit pas de dire je suis pour, je suis contre, il faut faire son alia, ceci, cela. C'est plus compliqué que ça. D'abord, tout le monde ne peut pas faire son alia. Ça dépend des moments de la vie, ça dépend des situations professionnelles, des situations familiales. Les choses sont plus compliquées. Si les choses étaient simples, ça se saurait et ça se verrait. Mais il y a, je ne peux pas dire une fin de parcours pour employer une expression très dure et très schématique en fait, mais il y a quelque chose. Vous direz que c'est la fin de l'histoire du judaïsme français? Non, je ne dis pas que c'est la fin de l'histoire. On est sur une mauvaise pente. Ça ne dépend pas simplement de la bonne volonté des responsables communautaires. Ça dépend aussi de circonstances que l'on n'imagine pas à l'avance. Par définition, c'est inattendu. Il se passe des choses. Le 7 octobre était inimaginable. La montée de l'antisémitisme, les agressions, l'histoire des mezuzot, je dirais, cette manière de mettre l'index sur le juif dès qu'on le voit, c'est-à-dire, à la limite, moins il parlera, mieux ça vaudra, moins il se montrera, meilleur ce sera pour lui. C'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Et petit à petit, on apprend à être de plus en plus protégé. Bien sûr, on a toujours un ministre de l'Intérieur qui va dire on va protéger plus encore les Juifs. Mais attendez quoi? On va mettre des tanks devant les écoles juives? Vous savez, j'avais un ami qui se promenait avec ses filles boulevard Voltaire à Paris il y a quelques années déjà. Et il y a le commissariat de police place Voltaire. Il passe devant le commissariat de police où on voit des balustrades pour que les gens ne puissent pas faire n'importe quoi. Et l'enfant qui avait 6-7 ans, à peu près, dit à son père, l'une des deux filles dit à son père, est-ce que c'était une école juive ici? Sans commentaire. Alors, comment avez-vous vécu, monsieur le grand rabbin Bernheim, l'hommage des invalides et la réception des familles d'otages par l'exécutif? Comment interprétez-vous la position de la diplomatie française, vous qui avez côtoyé les plus hautes autorités de la République? Je pense que c'est une maladresse.
C'est une maladresse. Je ne commenterai pas plus. Mon propos n'est pas de monsieur... La cérémonie elle-même? Non, je ne parle pas de la cérémonie. Je parle de l'absence de qui on sait, qui est une maladresse. Et ça restera une maladresse. Ceci étant... Vous parlez de la manifestation? Oui, l'absence du président de la République, pour ne rien vous cacher. Oui. La manifestation... Mais les invalides? Oui, alors les invalides, c'est superbe. Je l'ai suivi depuis Jérusalem, en direct. Superbe. Le discours du président de la République, impressionnant, impeccable, les mots qu'il fallait. Celui qui lui a écrit ce discours est un grand esprit. Maintenant, je ne parle pas de la cérémonie des Invalides, mais de la manifestation contre l'antisémitisme. J'ai en tête, et je m'en souviens très bien, de cette manifestation de 2015. Après ce que l'on sait, ce qui était arrivé, la terreur en France, le nombre de morts, etc. et Charlie Hebdo. Ce jour-là, il y avait 1,5 million de gens qui marchaient à Paris dans la manifestation, plus toutes les manifestations de province. Je cite de mémoire les chiffres. Oui, mais là, c'était la liberté de rire. C'était la liberté de penser tout court. C'était la liberté de critiquer tout ce dont l'homme a besoin pour respirer, qui était valorisé par cette manifestation qui a attiré beaucoup de monde. Mais lorsque des Juifs sont massacrés, ça n'attire pas beaucoup de monde. Et vous le savez très bien, nous le savons très bien. Charlie Hebdo d'un côté, Hyper Cacher de l'autre, c'est en même temps. S'il n'y avait que Hyper Cacher, les gens ne sont pas venus pour Hyper Cacher, les gens sont venus pour Charlie Hebdo, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, pas pour une religion. Mais comment vous expliquez la position de certains partis politiques? Comment, face à cette montée de l'antisémitisme, comment la diplomatie française aussi est ambiguë? Écoutez, je ne suis pas, comme on dit, je ne suis pas aux affaires. Je ne suis pas en charge pour tenir des propos, surtout de passage en France, qui puissent gêner qui que ce soit, qui ont la lourde responsabilité de s'exprimer au quotidien sur ce qui se passe en France, au niveau des partis politiques, dans la société et dans la communauté juive. Les dirigeants de la communauté juive, de très grand nombre, estiment qu'ils ont été exemplaires dans leur réaction. Écoutez, je n'en doute pas. Là n'est pas la question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que, je vais le prendre autrement. Quand je regarde ces partis d'extrême gauche, qui ont un nom, avec des représentants, pas qu'un représentant, des représentants, que ce soit des députés, des intellectuels ou autres, il y a quelque chose de pas digne dans leur manière d'être, quelque chose de cynique. Un tout petit exemple qui n'a l'air de rien. S'imposer à une manifestation où sont présents des familles de victimes, c'est la manifestation contre l'antisémitisme. S'imposer, c'est comme ne pas respecter le deuil d'une personne qui est encore en deuil. On ne relève pas de force quelqu'un qui est dans la solitude. Et quand je dis la solitude, je ne parle pas du nombre de gens qui sont autour d'eux, mais la solitude par rapport à ce parti, par rapport à ses représentants politiques. Solitude, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Ces députés auraient souillé la mémoire de Moi, je trouve, oui. C'est indécent. Avec aussi ces sourires cyniques, comme quoi on ne les comprend pas, mais ils sont pas assez intelligents pour nous comprendre. Autrement dit, nous, on est pour la liberté, on est pour ceci, on est pour cela. Sans commentaire. Monsieur le grand Robin Bernheim, est-ce que je peux vous poser une question un peu brutale comme ça? Est-ce que vous êtes inquiet pour le judaïsme français? Je le suis tout autant que les responsables communautaires en France. Vous savez, lorsque vous êtes responsable communautaire, c'est comme lorsqu'on parle d'Alia. On vous dit, Monsieur le Grand Man, on me disait, Monsieur le Grand Man de France, vous devriez inviter à l'Alia, vous devriez pousser à l'Alia des gens d'Israël comme des gens de France qui vont. Très bien. Simplement, lorsqu'on a une position dans la société, une fonction dans la société, il y a des équilibres à respecter. On représente les Juifs auprès des pouvoirs publics. Donc, dès lors qu'on les représente, on ne parle pas simplement, je dirais, de manière impulsive, mais de manière réfléchie pour bien mesurer les conséquences que cela peut avoir sur la communauté juive. Bon.
Et je sais très bien aussi où commence le devoir de réserve et où il s'achève. Je n'ai pas de jugement, d'appréciation à porter sur tel ou tel. Ce sont des hommes, ce sont des femmes que je connais en général assez bien, voire très bien. Et je suis absolument convaincu qu'ils font de leur mieux pour la communauté juive en France. Quoi que je puisse penser à titre personnel, mais intime, de ce que tel ou tel propos ou de telle ou telle action. Je me permettrai de rappeler une chose. À l'époque où j'étais grand man de France, mais même avant, lorsque j'étais rabbin de la synagogue de la Victoire, mais plus en tant que grand man de France, il m'est arrivé d'être en désaccord assez profond avec telle ou telle décision ou tel ou tel, je dirais, tel ou tel discours ou tel écrit d'hommes politiques de premier plan en Israël. La question n'est ni de savoir si c'est à droite et à gauche, ça n'a aucune importance. J'ai écrit une lettre personnelle à ces représentants politiques en Israël, mais cette lettre, interdiction de la publier, ni d'en faire porter connaissance d'une manière ou d'une autre, sinon ça revient dans la presse. Et il est une chose qu'il est strictement interdite de faire, strictement interdite, c'est de se joindre aux chiens qui aboient contre Israël. Alors ça, il est important que tous les responsables, orthodoxes, libéraux, Massorti, ou d'autres associations juives ne l'oublient jamais. Parce qu'il y a des franchises qui sont meurtrières pour la communauté juive. Alors, juste, vous restez une référence, une voix très importante en Israël. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux Juifs de France ? L'Alia, je dirais, dépend aussi de ce que l'on veut, ce que l'on attend de sa vie. C'est peut-être le principal message que je me dois de partager, dans la mesure où je suis aujourd'hui israélien. Mes petits-enfants naissent en Israël, ils grandissent en Israël, presque tous mes enfants vivent en Israël, à une exception près. Donc, il est évident que si l'Alia est importante, il ne suffit pas de dire « il faut la préparer ». Il faut savoir aussi ce que l'on veut faire en Israël et ce que l'on peut faire. La préparer, oui, mais ça peut être aussi commode, avoir un bon métier, avoir une belle maison, etc. Autrement dit, transplanter une bonne situation dans un autre pays. Israël est une chance unique dans l'histoire du peuple juif. Parce qu'il y a là des juifs religieux et d'autres qui sont totalement agnostiques, pour prendre deux extrêmes, oui. Il y a toutes sortes de juifs, et je tiens beaucoup à cette expression, toutes sortes de juifs. Il y a toutes sortes de juifs qui doivent apprendre à vivre ensemble. C'est une chance unique. Alors il y a des gens qui pensent, parce qu'ils sont religieux, qu'un jour prochain, il faut que tout le monde devienne religieux. Donc il faut tout faire pour. Libre à eux de le penser, mais de toute façon, ça ne les concerne que. Or, ce que je souhaite, c'est tenir des propos qui concernent tous les juifs d'Israël. Et ça, non seulement ça se prépare, mais ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, beaucoup de rencontres avec des gens différents de soi, beaucoup de rencontres. Et aussi de remise en question. J'allais dire, et ce sera le mot de la fin, j'allais dire qu'il n'y a que les sots qui ne changent jamais d'avis. Monsieur le grand rabbin Bernheim, merci d'avoir accepté notre invitation. Et en tout cas, bon retour en Israël et à très bientôt. Merci à vous.